dans les lois de viande et de lait de Bassar Bechalav, c'est arrêté à l'évier, d'accord? Comment faire lorsqu'une personne a un seul évier? Alors bien entendu, il est grandement recommandé d'utiliser deux éviers. C'est la halakha qui le recommande grandement pour éviter tout écueil et toute erreur. Mais si toutefois on a un seul évier, eh bien comment faire? Le département ne nous appartient pas, on ne peut pas faire de travaux ou bien un appartement de vacances. Qu'est-ce qu'on pourra faire donc? Sous certaines réserves, certaines conditions, pourra-t-on faire l'utilisation d'un même évier pour deux utilisations distinctes, la viande et le lait? D'accord? Nous avons donc vu la semaine dernière qu'il y avait plusieurs critères grâce auxquels eh bien, il sera toléré, je dis bien toléré, pas permis parce que sinon on peut se tromper, mais toléré sous certaines conditions d'utiliser un même évier pour la viande et pour le lait. D'accord? Mais on avait dit par exemple, le premier point, on avait dit que comme on fait la vaisselle souvent à moins de 45 degrés, c'est pas Yatz le Dedbo, donc il n'y a pas de transmission de goût à moins de 145 degrés. D'accord? Et on avait dit aussi que le produit vaisselle rendait impropre à la consommation tous les aliments, tous les résidus. Et enfin, derrière Bishul la Torah, c'est-à-dire que tout simplement la Torah n'interdit qu'une cuisson régulière. Mais s'il s'agit d'un cas éventuel d'éclaboussure de morceaux de viande sur du lait ou inversement, et bien là ce sera totalement différent. Par contre, le problème principal qu'on pouvait avoir, c'est de prendre un plat bouillant qui a brûlé sur le feu et de le mettre directement dans l'évier. Ça représenterait un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'il suffirait qu'il reste un résidu de fromage au fin fond de cet évier, d'accord? L'endroit où l'eau va s'écouler à cet endroit-là, eh bien, il risque souvent d'avoir quelques mamachous, quelques graisses, quelques morceaux, et le fait de déposer un aliment bouillant, une marmite bouillante, eh bien, sera véritablement problématique. Mais là aussi, c'est pas une cuisson habituelle. C'est pas une cuisson habituelle, vous avez raison, mais malgré tout, si j'ai une marmite bouillante de viande et que je la mets sur un morceau de lait, d'accord, ça s'appelle. Il y a un processus qui s'appelle Tata Agar, qu'on verra Bézard Hashem dans le Ta'arvot, dans les lois de mélange. Et là, il y a oui une transmission de goût. C'est vrai que la Torah ne l'a pas interdit de cette manière. C'est une véritable cuisson. Mais là, quand on désire faire eh bien, un cheeseburger, on en avait parlé, on prend un morceau de viande bouillant et on met le fromage dessus. On met la tranche de fromage dessus. Donc oui, c'est courant de le faire, n'est-ce pas? De poser quelque chose de froid sur quelque chose de bouillant ou inversement. Hein. Ça peut être, oui, une étape en tout cas de cuisson et une étape culinaire qui est courante. Et donc, on risque d'arriver à une interdiction de la Torah. On risque. D'accord? Et donc, eh bien, si on n'a pas nettoyé de manière parfaite, c'est-à-dire de manière yesodite béyoter, de manière bien profonde, on n'a pas nettoyé l'évier, eh bien, il y aura un véritable problème. Pourquoi? Parce que tout simplement, on risque de se trouver dans une situation dans laquelle eh bien, il y a un mélange de viande et de lait. Alors, donc dans ce cas-là, j'ai bien dit, dans ce cas bien précis du fait on est à plus de 45 degrés, donc il y a oui à ce moment-là un problème de Bassar Bechalav. Je l'ai dit en guise d'introduction dans le loi de viande et de lait, que pour cuire de la viande et du lait de manière accidentelle, il faut presque le faire exprès, c'est-à-dire que c'est pas du tout courant. Pourquoi? Parce que Bassar Bechalav, c'est seulement derrière Bichoul, c'est-à-dire c'est 45 degrés, c'est pas courant quoi, de se trouver dans cette telle situation. Mais là, par exemple, de mettre le plat chaud, bouillant, dans l'évier, c'est des choses qui arrivent, là oui, eh bien, ça pourrait être un véritable problème. Et donc, comment faire bataille si on a déposé donc, un morceau de viande, donc par exemple, on a mis la marmite bouillante, on l'a mis sur un petit morceau de fromage, d'accord? Ou s'il y a un morceau de viande qui est tombé, un morceau de viande chaud qui est tombé sur un morceau de fromage froid, qui se trouvait dans l'évier, eh bien à ce moment-là, il y a oui une transmission de goût, il y a oui un bichoul, un véritable bichoul, et il faudra retirer la partie supérieure des deux morceaux. Parce qu'au moment où donc un aliment chaud il touche un aliment froid, à ce moment-là, le contact eh bien, va permettre la transmission du goût. Oui? Pourquoi on n'a pas deux plaques alors?
Fait bon. Je crois l'avoir dit il y a longtemps, au nom du Rav Moshe Sternbourg. Alors, Moshe Sternbourg, c'est un des Rav de Arnov. C'est le Gaon Avbedin de Badat Seda Haridit. Le Ga'avad de Badat Seda Haridit, c'est un Miacharim. On va dire la Hashgacha la plus sérieuse qui existe dans toute la cacheroute. Ils ont, comment dire, c'est extrêmement sérieux. Et bien, tout simplement, le Rav Moshe Sternbourg, il écrit que de la même manière qu'on est makpid, on fait très attention dans une cuisine, où que tout soit en parfaite adéquation au niveau des couleurs, au niveau des matériaux, on est très 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 marmire. Il dit bien, de même, on devrait avoir deux cuisinières, deux gazinières, parce que sans ça, il y en aura un problème, un véritable problème de l'halakha. Il y a souvent des mélanges, et donc la halakha nous dit, le Rav Moshe Sternbourg, que ce serait nécessaire d'avoir deux plaques bien distinctes. La halakha, c'est pas comme ça. La halakha, on peut avoir une seule plaque, mais juste être vigilant. Surtout quand on fait des grillades, ou on fait des fritures, là on s'approche de Hanouka, donc c'est le moment d'en parler, mais il y a souvent des gouttes d'huile qui vont gicler dans tous les sens. C'est-à-dire quand tu fais des fritures, oui, eh bien ça va un peu dans tous les sens, et à ce moment-là il y a un véritable problème d'halakha, parce que si tu as fait maintenant du pain perdu, d'accord, avec du lait, et qu'à côté il y a une marmite de viande, eh bien c'est certain qu'il y a des gouttes de lait qui vont se transmettre à l'ustensile voisin, et donc il y a un véritable problème d'halakha. Donc, Rabota, eh bien la halakha nous dit que si on a déposé un morceau de viande chaud ou une marmite chaude sur un morceau de fromage froid, comme c'est courant dans un évier, eh bien il y aura de véritables problèmes, parce qu'il y a une transmission de goût, et donc on fera attention tout simplement de ne jamais déposer un ustensile bouillant dans un même évier. J'irai même plus loin que ça. Si maintenant on a un seul évier, d'accord, je vous ai demandé la dernière fois, est-ce qu'on doit aller dans la cuisine, dans la salle de bain pour se mettre à quatre pattes et faire la vaisselle dans la baignoire. Après, je vous ai demandé, je vous ai posé la question. Eh bien, vous m'avez dit oui, c'est nécessaire. C'est facile à faire parce que vous avez tous deux éviers. Mais si vous aviez un seul évier, vous n'aurez pas dit c'est facilement oui. Pourquoi? Parce que ça casse bien l'eau de tout être comme ça pendant un quart d'heure, d'accord, pour nettoyer chacun des bols. Eh bien, ça, c'est assez douloureux. En tout cas, c'est pas noir, c'est chiant. C'est pas commode. Et donc, la halakha nous dit dans ce cas-là, il faudra tout simplement, eh bien, ne jamais déposer. Ce serait ça la première solution. Le premier avertissement, c'est tout simplement de jamais déposer dans un même évier une aisselle de viande et une aisselle de lait. En même temps, tu ne peux jamais les mettre en même temps. D'accord, même à froid, tu vas dire, mais non, mais c'est à froid, il n'y a pas de transmission de goût, c'est faux. Parce qu'on a dit qu'à froid, quand est-ce on fait la différence entre chaud et froid? Quand il y a une transmission de goût. Mais quand c'est de la même achoute, quand c'est de la graisse qui coule, n'est-ce pas? Quand tu fais la vaisselle, il y a des résidus, il y a du gras qui coule, qui est tombé. Donc à ce moment-là, bien même à froid, il va avoir une transmission de goût. C'est pas du goût, pardon, c'est de la même achoute, c'est de la graisse. Et donc, il va avoir du beurre, par exemple, dans cet évier, quelques gouttes de beurre. Et après, tu vas mettre maintenant ta vaisselle de viande. Et voilà, il va y avoir maintenant une transmission et un mélange de viande et de lait. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle, en bataille, eh bien, on devrait être totalement vigilant. Donc, la halakha nous dit, si on a un seul évier, faire attention de ne jamais mettre en même temps dans le même évier la viande et le lait. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si maintenant, eh bien, à froid, tu as mis de la vaisselle viande et lait en même temps, d'accord, ou un après l'autre, d'accord, donc tu as mis de la vaisselle de viande, et à ce moment-là, eh bien, il y a eu un mélange à froid de ces graisses ou de ce beurre, eh bien, on devra tout simplement rincer soigneusement cette vaisselle. Est-ce que c'est clair, Bétail? On devra rincer cette vaisselle pour enlever tout simplement la marmoute. Donc la première mesure à prendre en Bétail, c'est de rincer la vaisselle s'il y a eu du beurre ou du gras qui s'est transmis à la vaisselle de nature différente, de nature distincte. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on a déposé donc cette fameuse marmite bouillante de viande sur un morceau de fromage, un morceau de lait? D'accord? Je l'ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on doit faire avec cet ustensile maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire avec la casserole même, vous savez? Ouais, une casserole de viande.
d'accord, une casserole de viande, et maintenant, eh bien, elle est rentrée en contact donc, avec un morceau de fromage, ou avec cette fameux résidu de beurre. Vous l'avez mis dessus maintenant bouillante, qu'est-ce qui va se passer? Pas la recachériser. Voilà, bravo. Il faut la recachériser, il faut la cachériser, donc cet ustensile devra subir une cachérisation, d'accord? Mais par contre, eh bien, ce qu'il y a à l'intérieur de la marmite, ce sera permis. Donc c'est un peu paradoxal. La marmite, l'ustensile, le contenant, il est interdit. Tu devras d'abord le cachériser. Mais le contenu, donc notamment la viande, la soupe qui se trouve à l'intérieur de cette marmite, eh bien, elle sera permise. Pourquoi? Parce que c'est à froid. C'est-à-dire que le fromage, il était froid, n'est-ce pas? Donc, il est rentré en contact chaud avec la marmite. Donc, la marmite, ça y est, il faut la cachériser. Mais le contenu, donc toute la soupe, eh bien, ou bien ça ne va pas y arriver, ça ne va pas atteindre, ou bien même si ça atteint, ça sera annulé par un 60e. Donc, le contenu, donc ce qu'il y a à l'intérieur de la marmite, on pourra le consommer. Donc la marmite, il faut la cachériser. Le contenu de la marmite, on peut le manger. Et le fromage rabotage sur lequel on a posé cette marmite, il faut le jeter. On est tous d'accord? Il faut le jeter. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, toi, tu vas être plus chachama, tu vas être plus FIFA, comment dire yiddish, comment dire FIFA, plus futé, d'accord? Et tu dis, tu sais quoi, j'ai là-bas quelques résidus de viande et lait, moi j'ai envie de m'en débarrasser totalement. Je vais prendre de l'eau bouillante, du koum-koum, de la bouilloire, et tu le verses sur ces résidus donc, de viande. Et on est bien d'accord que dans un lavabo, dans un évier, là-bas, il y a toutes sortes de résidus. N'est-ce pas? Dans les gros coins, bien entendu, c'est pas des morceaux géants, d'accord? C'est pas l'Everest. Mais tu as des petits résidus de viande et de lait qui sont, oui, en contact. Et maintenant, tu vas prendre, tu dis, tu sais quoi? Pour m'en débarrasser totalement, je prends l'eau bouillante. C'est bien de faire ça ou pas? Quoi? Il a fait, mais oh, et le Ravadia Yosef va plus loin que ça. Il dit non seulement tu ne peux pas verser de l'eau bouillante sur ces résidus de viande que tu constates à l'œil nu, il dit même plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as l'évier qui s'est bouché. D'accord? L'évier qui s'est bouché à cause donc de ces résidus de viande et de lait qui se trouvent à l'endroit de l'évacuation de l'évier. D'accord? À cet endroit-là, donc tu as la viande et du lait. Et toi maintenant tu viens verser de l'eau bouillante pour déboucher. Ça s'appelle desktop. Vous connaissez le desktop? Ça existe encore? Ça existe encore? Il n'y a pas de? Il n'y a pas de quoi? Desktop. C'est pas desktop. Ah, c'est pas desktop. Moi j'ai rajouté un cas depuis 25 ans. Donc on a dit, eh bien, dans ce cas-là, donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu te dis, j'ai le siphon qui est bouché, parce qu'il y a un siphon. Et voilà que tu vas verser de l'eau bouillante. Donc tu vas verser de l'eau bouillante dedans, il y a un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ce siphon, il peut se trouver aussi bien des marionnettes, d'accord? Bien des morceaux de viande que des morceaux de lait, donc ils sont mélangés. Donc tu vas mettre maintenant de l'eau bouillante, tu vas les cuire. Donc tu vas faire ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois, oui, utiliser un produit détergent, du desktop, pour pouvoir tout simplement t'en débarrasser. Simplement, c'est un petit conseil pratique à votre taille. À notre époque, on n'utilise plus maintenant de la tuyauterie dans les maisons avec du verre, avec du fer. Parce que le fer, au bout de 20 ans, 30 ans, ça rouille. Donc il faut le changer tous les 20 ans, 30 ans. Donc qu'est-ce qu'ils font? En tout cas en Israël, c'est sûr. En France, je ne sais pas comment ça marche. Ils font avec du plastique. C'est bien ça? Vous êtes au courant? Bon, je sais pas, ça vous intéresse pas beaucoup, mais en tout cas, quand vous mariez, dites à votre mari, sache que la canalisation, elle est en plastique. Très bien, ça c'est une chose. Et alors, le problème, c'est quand tu mets du desktop dedans, ça ronge. D'accord? Ça ronge et ça va te finir la canalisation. J'ai vu au collège, Machavrout, c'était le fils du Rav de New York, Rav Ben Chaim, et il me disait qu'il avait fait son aller en Israël. Vous savez, aux États-Unis, tu as l'habitude d'avoir des grandes maisons, des trucs, des grosses voitures, tout est en grand. Il arrive chez Arnaud comme ça dans un 3 pièces et demi, et il voit que chaque fois qu'il met quelque chose, ça bouge le vieil. J'en ai marre, il ne savait pas quoi faire. Il ne voulait pas prendre pas un pompier, un plombier, voilà, un plombier. Il avait presque appelé le pompier, vous savez, pour un Américain, quand t'as tout bouché, il faut appeler les flics, le FBI, les trucs, ils n'ont pas l'habitude de faire face aux épreuves. C'était facile d'habitude pour les gens riches. Et là, il s'est dit quoi? Il s'est dit, bon, je vais être plus malin que le maliné, et je vais prendre de desktop. Donc il a fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 2 mois, il y a le voisin qui est venu, il a vu toute l'eau qui coulait dans sa maison, dès qu'il ouvrait le robinet, ça tombait tout chez le voisin. En fait, il a tout
on va dire, il a toute la plomberie, eh bien c'est itnames, ça c'est Fondu. voilà, ça a fondu à long terme, et puis à la fin il ne restait plus du tout de plomberie dans toute la maison, tellement ça a tout rongé. Donc à utiliser avec modération. On ferme la parenthèse de la publicité pour le desktop. Donc on regarde à ce qu'on disait. Quand donc tu veux maintenant, eh bien, déboucher ton évier, fais attention de ne pas mettre de l'eau bouillante. Ok? C'est clair, Botal? Parce que si tu mets de l'eau bouillante, éventuellement tu vas cuire de la viande et du lait. C'est clair, Judith, pourquoi on n'utilise pas le desktop? Pardon, on n'utilise pas l'eau chaude? Que quoi? Ça a peur de mélanger. Ils sont déjà mélangés. Vous avez besoin de les cuire. Alors tu vas dire, tu sais quoi, dans ce cas-là, j'utilise plus mon robinet de peur qu'il y a de la viande et du lait dedans. Même le robinet, je ne l'utilise plus alors. Tu peux arriver à cette éventualité? Non? Parce que si on la pousse, on peut aller plus loin que ça, non? Ou bien de dire, tu sais quoi, dans ma poubelle, je ne mets pas de la viande et du lait. Je fais une poubelle viande, et une poubelle lait, et une poubelle parvée. Mais non, ça refroidit. Pourquoi pas? Non, c'est un mangeable. Vous savez qu'est-ce qu'on fait à la truc? Ça fond pas, vous savez ce qui se passe après? Dans les grandes bennes à ordures, dans les grosses, pas les trucs verts qu'on a ici dans la rue, mais après ils amènent ça dans une montagne qui s'appelle Har Hazevel, une très grande montagne comme ça, ils vont tout mettre là-bas, et ils vont le brûler, ils vont le carboniser. Ouais, c'était la semaine dernière, il y a 2 semaines je vous ai dit vous vous rappelez? C'était carbonisé que je voulais dire. D'accord. Ouais, ça revient. D'accord. C'est comme le Siduchim, des fois, à chaque fois que Yetzirah vient en plein Amida, au moment de Elokai Netzor, à la fin, vous savez, c'est à ce moment-là qu'on peut parler à Hachem. Quel moment tu parles à Hachem? Hachem, je t'aime, Hachem, merci pour tout ce que tu me donnes, merci Hachem, permets-moi d'avoir la santé pour pouvoir encore faire d'autres. C'est à ce moment-là qu'on parle à Hachem. Elokai Netzor, il faut parler à ce moment, il faut déverser son cœur. À ce moment-là, Yetzirah, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'amène à Hatzad, le Shidur, entre une élève et un garçon. En général, c'est les bons. C'est juste que les Yetzirah, il fait ça pour me mettre à l'épreuve, pour voir si j'arrive à garder ma pensée. Il n'y a pas à penser à autre chose pour Nahamia. Quoi qu'il en soit, eh bien, quand tu prends... Donc tu vas dire, tu sais quoi, Judith, on va dire, dans ce cas-là, j'aurais pas le droit de jeter dans une même poubelle la viande et le lait, parce qu'on a dit qu'ils sont incarcérés ensemble, ils sont carbonisés ensemble, ils vont brûler ensemble. Et donc... Mais c'est pas pour les détruire, c'est pas pour les consommer. Ouais, vous avez raison, c'est pour les détruire, mais ils vont être cuits ensemble. J'ai pas compris. On a dit que l'auto-achète du même si je veux le jeter après. Même si je veux le jeter, j'ai pas le droit de les cuire ensemble, la viande et le lait. Dans ces cas-là, il faudrait 3 poubelles. Non, même pas 3 poubelles. 3 rares à Zével, 3. Voilà, c'est ça. Soit 3 crématoires, quoi. 3... Ouais, bah oui. Parce que du coup, c'est même pas nous qui le faisons. Mais même c'est froid après, ça chauffe. Non, mais ils le brûlent ensemble. Ils le brûlent, la viande et le lait. Enfin, ils brûlent toute la poubelle. Mais j'ai pas compris, il devrait 3 poubelles. Quoi? J'ai pas compris l'histoire des poubelles. L'histoire des poubelles, c'est que ça brûle. Ils le brûlent en même temps. Oui? Ils le brûlent en même temps, la viande et le lait. Ils brûlent toute la poubelle. Qu'est-ce que vous faites avec toutes vos poubelles? Vous vous rendez compte combien de poubelles vous jetez par jour? Qu'est-ce qu'on fait? On va pas les garder dans l'armoire. Enfin, des fois ici, vous le gardez, mais je veux dire en général. En général, dans les dents, là. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait? On le brûle. C'est pas nous qui brûlons. C'est pas vous, vous savez quoi? Non, mais en Israël, cette question se pose pas en Israël, en France, il n'y a pas de problème. C'est des goïms qui le font, il n'y a pas de problème. Mais en Israël, c'est tous des juifs. Même s'il y a des arabes qui travaillent, c'est mes travailleurs à moi. C'est mes employés à moi, donc ils le font sous mèche les routes. On ne peut pas dire, moi, ils font ce qu'ils veulent. N'est-ce pas? C'est d'accord ou pas? Oui. C'est des ordures. Comment? C'est de la poubelle, donc c'est pas inconsommable. Ah, mais même, C'est inconsommable. Oui, c'est inconsommable. C'est inconsommable. À quel moment c'est inconsommable? C'est ça la question. Mais du moment que je l'ai jeté. Non, il y a plein de chats par contre. Il y a des chats, et puis malheureusement, il y a des hommes que Dieu préserve, c'est qu'ils n'ont pas de quoi manger. Dès que quand c'est tout frais, ils peuvent encore le manger. Que Dieu préserve. Nous, quand on le jette, c'est encore tout frais, c'est encore consommable. Quand on jette des résidus, la dafina, il reste la dafina du samedi soir, on le jette, il est totalement consommable. Pendant 2-3 jours, c'est encore consommable. Au collège, jusqu'à jeudi, il a mangé. D'accord? Non, il n'en pas, il tient, vous n'en faites pas. Ils ont la force après, bon, au contraire, mieux il mange, mieux il puisse, son force. Donc, il faut avoir un estomac en fer. D'accord? En fer. Et donc, effectivement, eh bien, il y aurait normalement un problème de viande de lait. On est bien d'accord dans une poêle, il y a de la viande et du lait, on est bien d'accord? Oui. Vous avez des pâtes au fromage, vous les jetez dedans, vous avez de la dafina, vous les jetez dedans, ça se mélange. Mais à quel moment en bouteille ça va cuire? Ils vont donc le brûler. Tant que ça arrive, ça prend combien de temps pour arriver?
ça prend un certain temps. C'est certain que d'ici que ce soit brûlé, d'abord c'est un doute, est-ce que c'est brûlé vraiment de cette manière, est-ce que c'est vraiment en contact, parce qu'au milieu, il y a des ustensiles, il y a des couches, il y a toutes sortes de poubelles dedans. Donc finalement, pour qu'il rentre en contact directement, c'est quand même un safek assez lointain. Et même s'il rentre en contact, le chidouche c'est quoi? C'est qu'à ce moment-là, ils sont déjà plus consommables, comme vous avez dit. C'est pas que c'est pas consommable dès que je jette, parce que c'est encore considéré comme consommable. Mais qu'après un moment ou un autre, ça commence maintenant à pourrir, ça commence à se détériorer, ça commence à faire du verre de gris. Donc maintenant, c'est plus consommable. Au moment où je vais les brûler, c'est pas de la viande et du lait que j'ai brûlé ensemble. C'est du verre de gris de lait, du verre de gris de viande que j'ai brûlé ensemble. Alors il n'y a pas de problème. C'est pas de la viande et du lait, on est d'accord à Bataille? Vous êtes tous d'accord? C'est pas très élégant que je vous dis, mais c'est pas, ne le dites pas dans les shidurim. D'accord? Si vous dites dis-moi une halakha, ne dites pas cette halakha, il va dire c'est une fille. D'accord? Qui n'est pas très, très propre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une halakha. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on ne prend pas cas de problème qu'il pourrait avoir dans une poubelle. Donc j'ai répondu maintenant à la poubelle. Pourquoi il n'y a pas besoin d'une poubelle? Ça a une bonne avis parce que tout ce qu'on jette en général c'est à froid et ça va être carbonisé que des jours et des jours plus tard. Des fois ça prend des semaines. Je crois que d'abord il les laisse, si je ne me trompe pas, il les met d'abord, il les laisse dans une sorte de montagne pour que tout ce qui est périssable ça se désintègre. Et après ce qui n'est pas périssable, parce qu'en Israël ils ne font pas encore tellement la différence comme en France entre le plastique, entre le carton, entre le... C'est pas ici, il n'y a pas plusieurs poubelles. Enfin, à Tel Aviv peut-être, mais pas tellement à Jérusalem. Donc d'abord, il les laisse reposer pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour que toutes les denrées périssables se désintègrent. Et après, ce qui reste, ils vont le prendre et ils vont le brûler. C'est ça pour pouvoir faire tout simplement des économies de place, parce que c'est impossible de pouvoir... Et après, on en fait des engrais et tout, mais avant ça, on est bien d'accord que eh bien, le mélange se fait lorsque les deux sont totalement désintégrés, ne sont plus déjà consommables et aptes à la consommation. D'accord, Botaï? Donc une poubelle, on peut l'utiliser, on peut garder une poubelle Bassari et Khalavi Biach. Donc on est en train de parler de la marmite bouillante qui a été posée sur un morceau de fromage dans l'évier. Mais on avait dit que le morceau de fromage, il faudra le jeter. L'intérieur de la marmite, Bassari, on peut le manger, mais la marmite, il faudra la cachériser. Enfin, on avait dit qu'il sera interdit de verser de l'eau bouillante dans un évier bouché, de peur tout simplement à éviter la cuisson de viande et de lait en même temps. D'accord? Il est d'accord que dans un évier, ça n'a pas pourri comme je vous disais tout à l'heure pour les poubelles. Ça n'a pas fait du verre de gris, c'est-à-dire c'est à l'intérieur, ça fait quoi? 1 heure, 2 heures, 1 jour que c'est coincé là-bas, et maintenant un morceau de viande qui s'en compte. D'accord? Il commence à taper la discussion, morceau de viande, morceau de lait, comment ça va, que tu racontes ta vie. Et à ce moment-là, il y a l'eau bouillante qui va venir pour pouvoir eh bien, les brûler. Et bien à ce moment-là, on est d'accord que c'est assez lointain. Donc c'est pour ça que comme de toute façon on utilise tout le temps des produits détergents, des produits de vaisselle, donc ça rend tout le temps impropre à la consommation ces morceaux de viande et ces morceaux de lait. C'est clair, vos tailles? Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai déposé ma marmite bouillante dans mon évier? Il y avait là-bas un morceau de viande, de lait. Et bien effectivement, mon évier sera impropre, c'est-à-dire qu'il ne sera pas consommable. De toute façon, on ne mange jamais dans un évier, c'est pas un problème. Le problème, c'est que maintenant, il deviendra taref. Cet évier eh bien, va absorber un goût prohibé. Comme il va absorber un goût prohibé, alors il faudra tout simplement le cachériser. Comment tu cachérises un évier à votre taille? Avec de l'eau chaude. Avec de l'eau chaude. Kibolo, carpolto. De la même manière que le... Vous connaissez ce principe? De la même manière qu'il a absorbé, il doit rajouter. D'accord. Comment on fait pour retirer un goût à l'intérieur d'un kibolo, carpolto? D'accord? On dirait du grec. C'est bien ça, ça prend des Hanouka, c'est bien. Kibolo, carpolto, de la même manière dont il va absorber, il va aussi régurgiter. C'est-à-dire que le même processus par lequel eh bien, l'absorption a été possible, eh bien, ce sera la manière dont tu vas pouvoir cachériser cet ustensile. Kebolo, carpol, s'il y a une transmission de goût sur le feu avec des brochettes, donc ça a été directement par le biais du feu, eh bien, pour cachériser ces brochettes, il faudra cachériser directement par le feu. Si la transmission du goût s'est faite avec de l'eau bouillante, eh bien, il faudra cachériser avec de l'eau bouillante. Si la transmission de goût s'est faite avec macération, donc avec de l'eau froide après 24 heures, il faudra cachériser avec de l'eau froide
On est d'accord, de la même manière dont tu l'utilises, tu pourras le cachériser. Comment c'est pas Que bolo kapolo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en quelle langue, Simcha? C'est en grec. Quoi? Mais non, tu veux dire que c'est en grec. C'est en quelle langue alors? En araméen. Non, ça rappelle l'araméen, non. Kibolo, c'est boléa, c'est en hébreu. Livloa, c'est avaler. Et polto, c'est régurgité. D'accord? Il flotte. Faire une plita, être rejeté. Kibolo, car pour la lumière, c'est absorbé, ce sera aussi régurgité. Oui? Si on met par exemple une casserole de viande dans un évier de lait, il n'y avait pas de lait dedans, mais juste qu'il est lait, parce qu'on a mis du lait beaucoup dedans. Il était propre ou il n'était pas propre? Il était propre. Si tu es totalement propre, il n'y a pas de transmission de goût. Alors il n'est pas. C'est que la transmission que tu fais, c'est pas. C'est-à-dire que c'est juste quand il y a quelques résidus que la question se pose. C'est totalement propre, il n'y a pas de transmission de goût. On verra par la suite si après c'est ratou, si c'est mouillé, c'est pas mouillé. Mais en règle générale, quand c'est propre et froid, il n'y a jamais de transmission de goût. D'accord? Donc on a dit à vos tailles. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une erreur comme ça, donc avec des résidus qui se sont mélangés, ou une marmite de viande bouillante qui a été déposée dans un évier de lait. On a dit alors dans ce cas-là, il faudra le cachériser en versant de l'eau bouillante, après l'avoir parfaitement nettoyé. Quand tu as bien nettoyé l'évier, très bien, dans les recoins, d'accord, et que tu as versé de l'eau bouillante, eh bien tu vas tout simplement retirer le goût qui est imbibé dans les parois de cet évier. Qu'est-ce qui se passe si l'évier il n'est pas en inox, il est en porcelaine? D'accord, porcelaine. Donc selon la halakha, c'est considéré comme du kheres. C'est quoi du kheres? C'est quoi? J'ai pas compris. Non, c'est vrai, vous dites des bonnes choses. Non, je sais pas si c'est ça. Mais dites-moi ce que vous pensez. Je sais pas si c'est du matière fragile. Ouais, la matière fragile, c'est simplement de l'argile. Quand le kheres c'est de l'argile et la porcelaine, bien entendu, c'est un dérivé de l'argile. Donc si l'évier est en porcelaine, eh bien dans ce cas-là, on considère qu'il n'est pas cachérisable. Il n'est pas cachérisable, et donc on aura un problème d'utiliser cet évier dorénavant, parce que maintenant il a absorbé un goût interdit et qu'on ne peut pas retirer. On ne peut pas retirer, on ne peut pas extirper le goût qui se trouve dans les parois de cet évier en porcelaine dans lequel sont mélangés les viandes et lait. Donc ce serait quoi la solution? Changer l'évier. Comment tu changes l'évier? Ça, faut être... c'est obligé. Non, alors la solution, ça serait plus simple que ça. Si on peut changer un évier, si c'est votre appartement, faites-le. C'est qu'on est souvent locataire, on ne peut pas changer les éviers comme on le semble. Et vous allez en vacances maintenant dans ce fameux appartement du Val d'Isère, vous allez commencer à changer l'évier. Pendant 3 jours, vous allez travailler et vous devez le lendemain. D'accord? Eh bien, la solution, ce serait tout simplement de mettre une grille à l'intérieur de l'évier. Dans le fond de l'évier, on mettait une grille. Tout simplement une petite grille comme ça, vous savez? Ou un tapis d'évier, ça s'appelle. Vous connaissez ces petits tapis comme ça qu'on met dans les éviers? Un trou là? Ouais, avec des orifices. D'accord? Et qu'est-ce que vous allez gagner? Eh bien, vous allez gagner que tout simplement, jamais l'ustensile ne pourra être en contact directement avec l'évier. Il n'y a pas de contact direct. D'accord? Et alors, eh bien, il faudra mettre cette grille ou ce tapis à l'intérieur de l'évier, de manière donc à éviter le contact entre l'ustensile et entre les parois de l'évier. D'accord? Et à ce moment-là, eh bien, on évitera tout simplement qu'il y ait un contact. Donc, la solution en bouteille, si on a 2 éviers, c'est l'idéal et c'est ce qu'on doit tous faire. On devra éviter d'utiliser un même évier, dans la mesure du possible. Si c'est impossible, parce que c'est la réalité maintenant, je ne peux rien faire, j'ai un seul évier, eh bien, l'autre solution qui est tout aussi pratique, si on le fait bien, c'est d'utiliser toujours, constamment, une grille. Donc on prend une grille ou un tapis d'évier, d'accord, un bassari et un khalavi. Donc dès qu'on fait la vaisselle bassari, on met ça. Dès qu'on a la vaisselle khalavi, on le change. De cette manière, il n'y aura plus de contact. Parce que le problème principal, une fois plus, c'est quoi? C'est pour la mamachite, c'est pour les résidus qui se trouvent à l'intérieur de cet évier. Mais si tu mets toujours une grille, ça va tout simplement surélever le contact entre la marmite et entre l'évier, et il n'y aura plus maintenant de crainte qu'il y ait un contact quelconque. Et donc ce sera la solution idéale pour ce cas. Certains poskim disent que même s'il est en porcelaine, même s'il est en argile, en kheres, on peut le cachériser si on répète cette action à 3 reprises. Si tu verses de l'eau bouillante à 3 reprises
dans un évier, même s'il est en porcelaine. Normalement, on ne s'appuie pas sur la cachérisation de la porcelaine ou de l'argile, parce que c'est pas cachérisable. Chachamim statue que le Cheres Boléa Vénopolet, l'argile, notamment la porcelaine, ne fait qu'absorber sans jamais régurgiter. Jamais tu peux retirer le goût imbibé dans de l'argile. Mais, comme c'est un cas de perte, parce que maintenant tu ne vas pas commencer à changer toute ta cuisine, eh bien ce serait quoi la solution? Ce serait tout simplement bien de verser, de réitérer cette action de cachérisation à 3 reprises. Alors, quand tu fais 3 fois une chose, tu lui donnes simplement plus d'importance, et on considère que s'il y a quelques résidus éventuels, au bout de 3 fois ils sortiront, ils sont quand même tenaces. Mais ça, il y a une limite. D'accord? Donc, au bout de 3 reprises, ce sera possible de le cachériser. En conclusion, à Botaï, eh bien, pour éviter toutes ces erreurs courantes, bien entendu, il est souhaitable d'avoir un seul évier. D'accord? Je répète, c'est la conclusion. 2 éviers. Pardon, excusez-moi. C'est pour voir. Il y en a 3 qui suivent, 3. D'accord? Donc, effectivement, d'avoir 2 éviers bien distincts. Un pour le lait, un pour la viande, et c'est comme ça que les Bnei Torah font, surtout en Israël, il n'y a pas de tiers là, et vous me dites qu'en France vous avez toutes 2 éviers, donc ce serait l'idéal. Toutefois, si on a un seul évier, tant qu'on ne va pas commencer à amener un bulldozer à la maison pour tout détruire, d'accord, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas toujours les possibilités, l'appartement ne nous appartient pas toujours. Des fois on est juste de passage, quelques mois en location. Alors dans ce cas-là, eh bien, si on désire utiliser un même évier, il faudra tout simplement s'assurer que la température ne dépasse jamais 45 degrés. Ça, c'est pas trop compliqué parce qu'en général, quand tu fais la vaisselle, c'est jamais 45 degrés. Même quand il fait très froid, tu mets 40 degrés, 35 degrés. 45 degrés, tu peux pas mettre tellement la main. Alors la question se pose quand il y a quelque chose de bouillant. Ou bien tu as un plat bouillant qui sort du feu, ou bien tu as un plat qui est froid, mais avec de la graisse. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas verser de l'eau bouillante dedans, n'est-ce pas? Des fois, ça arrive? Oui? En Botaï? Ça vous arrive ou pas? Quand tu as un plat avec de la graisse, avec du gras qui a collé, qui a adhéré aux parois, c'est très difficile de l'enlever. Alors que tu prends l'eau bouillante et c'est fini. N'est-ce pas? Avec de l'eau bouillante, tu t'en débarrasses totalement. Quand est-ce que j'ai appris ça? Quand j'étais jeune marié, et je me dis, bon, je vais l'omigrer pour emmener les ustensiles de mariage. C'est des assiettes, des verres, Ikea, on est très content. Tu arrives maintenant à omigrer avec le petit verre, tout inoffensif, et il y a derrière une petite étiquette. Elle a inoffensif. Elle dit rien, elle est toute gentille. Elle te regarde du coin de l'œil comme ça, elle te dit « Aie pitié pour moi ». Tu vas et tu essaies de la retirer. Tu dis « J'ai pas d'ongles ». Tu commences à prendre maintenant tes clés, tu commences à gratter, ça marche pas parce qu'il reste toujours des sillons. Tu dis bon, tu vas demander au voisin un couteau, tu essaies de gratter, tu prends un grattoir. Au bout d'une demi-heure, tu appelles ta femme, tu dis mais comment on fait? Elle dit je sais pas, si t'es pas capable d'enlever l'étiquette, t'es pas un homme. Tu dis bon, faut que je me débrouille tout seul. Comment tu fais? D'accord? À ce moment-là, c'est quoi la solution en Botaï? Quand t'arrives pas à faire quelque chose, t'as pas d'eau chaude dans un mikvé, tout est froid. C'est quoi la solution en Botaï? Quand ça marche pas, tu essaies de faire acheter de l'eau, ça marche pas, tu fais quoi? Tu fais un Télim, tu prends un Kadash Baruch. D'accord? Mais il y a Ezri, mais ma chef, je ne peux pas rentrer à la maison, ça se fait pas. Faut que je montre que je suis un bon mari, c'est la seule chose que je fais pour aider ma femme. Aide-moi, Hachem. Eh bien, la solution, elle est avec de l'eau chaude, donc ce serait la solution idéale. D'accord? Et de cette manière, tu vas tout simplement décoller. Quand tu le décolles, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi je vous raconte maintenant ça? Attendez une seconde. Ouais, tout ça pour expliquer que l'eau chaude. D'accord, je suis parti un peu loin. Quand vous savez que l'eau chaude, eh bien, ça te permet de retirer toutes les traces de colle et ça te permet de tout enlever. Donc je répète, quand tu as un seul évier, fais attention de ne jamais l'utiliser à plus de 45 degrés. Donc ça, c'est pas trop difficile parce que quand on fait la vaisselle, c'est jamais 45 degrés. Les 2 cas qui sont courants, c'est où tu mets ta marmite bouillante qui sort du feu, ne la mets pas dans ton évier parce que l'évier il est souvent sale, il y a souvent des résidus, même quand tu le constates pas, tu dis mais j'y vois rien. Tu vois rien parce que tu manges pas dedans. Mais mets ta langue, tu verras, tu vas sortir un bout, tu vas sortir quelque chose, il y aura quelque chose qui est pas bon. D'accord? Donc nécessairement, eh bien, tu devras faire attention de jamais mettre ta marmite bouillante. Premier cas de figure, deuxième cas de figure, ne mets jamais une marmite même froide si tu désires verser de l'eau chaude dedans, de l'eau bouillante dedans. D'accord? Et de cette manière, eh bien, tu vas t'assurer qu'il n'y aura jamais de transmission de goût, parce que tout est toujours à froid. Donc comme c'est toujours à froid, et tout à moins de 45 degrés, eh bien, ce serait l'idéal. Enfin, la dernière mesure à prendre quand on a un seul évier, c'est de toujours
mettre un objet qui va donc élever tes ustensiles, ta vaisselle et ton lavabo. Et de cette manière, eh bien, tu éviteras tout contact avec des résidus éventuels alimentaires. Ok, Rotaï, on a fini maintenant la loi de l'évier. Maintenant qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir maintenant arriver au plan de travail de la cuisine. A priori, le plan de travail de la cuisine, c'est plus calme ou c'est plus ramour que l'évier, d'après vous? Calme, plus calme. Pourquoi c'est plus calme? Il n'y a pas de chaleur. Pas du Bah, c'est pas chaud, effectivement, c'est pas chaud. Le travail, c'est chaud. C'est beaucoup Mais où c'est plus chaud? léger, Où c'est chaud? Bah, sur le plan de travail, Mais quand on alors, pose un marmite dessus, Quand un vous chaud. mettez une marmite, si vous avez du vrai chaïch, d'accord, du vrai marbre, Pas, des fois, c'est un mélange comme ça avec du plastique et tout, là c'est pas super. C'est Ikea qui coûte 500 shekels, c'est pas pour rien qu'il coûte 500 shekels. Ou quand c'est en bois, par exemple, là vous avez raison, ça reste chaud. Mais quand c'est du vrai marbre, mais même une marmite bouillante dessus, c'est du vrai marbre, donc c'est totalement minéral, eh bien, hein, c'est pas chaud en général. Même si tu as mis quelque chose de bouillant, enlève, tu as la marmite bouillante, mais essaie de mettre un dessus, c'est pas chaud bouillant. C'est pas bouillant. Donc c'est vrai que normalement ça devrait être plus calme, c'est vrai. Simplement, hein, il y a quand même besoin de réserver un plan de travail pour la viande et un plan de travail pour le. Donc un côté bassari, un côté khalavi dans la cuisine. Des fois, donc, tu as la disposition de ta cuisine et fait en sorte que tout est bien distinct. Donc des fois tu mets ici le lavabo bassari, et tu mets ici le lavabo khalavi, au milieu tu mets le plan de travail, donc c'est parfait. Et là d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont deux plans de travail. Je me rappelle quand j'étais jeune marié, je me suis dit, bon, il faut le faire. Si je vois que certaines maisons peuvent faire, des fois on aime bien faire des comprotes, on a envie de faire mieux, on a envie de faire pour le mieux. Et je me suis dit, j'avais cherché une maison, un appartement, quand on venait de se marier, avec lequel il y a une séparation entre la viande et le lait avec une sorte de petit mur comme ça. Vous avez déjà vu ça? Il y a un mur de Berlin entre la viande et le lait. C'est comme ça que c'est la maison? Il y a un mur comme ça. Non, pas dans le lavabo. Après, au-dessus du lavabo, sur le marbre, sur le plan de travail, donc il y a un petit espace comme ça entre les deux lavabos. Et là, on met une sorte de mur comme ça. Vous avez déjà vu ça? Non. Vous avez jamais vu? Non. Une sorte de mur. Vous n'avez jamais vu nulle part, c'est pas possible. Bon, alors il y a certains donc, qui mettent un mur. Pourquoi ils mettent un mur? Parce qu'ils se disent que la petite goutte de viande bassari, elle est très très méchante. Elle va, en pleine nuit, elle va attaquer le morceau l'inoffensif morceau de fromage qui est tombé de l'autre côté là-bas, il va l'attaquer en pleine nuit. Donc pour éviter qu'il y ait un écroute entre la viande et le lait. D'accord? C'est très péché d'avoir un écroute entre la viande et le lait. Eh bien on met un mur. On met un grand mur de Berlin, comme ça, même si c'est un Allemand et qu'il lâche pas la refaire, parce que Bosch est du travail de pro, ben, il n'arrivera pas à passer de l'autre côté. D'accord? Mais ça c'est totalement inutile. Ça ne sert à rien d'investir de l'argent pour mettre un mur, parce que finalement, une fois de plus, comme vous dites Odélia, les éclaboussures, quand est-ce qu'elles sont courantes? Quand c'est chaud. Quand c'est chaud, et comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir sur une même plaque, quand tu fais des grillades, quand on fait des fritures, là effectivement, là, ça va bouger dans tous les sens. Donc là, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas un ustensile de nature différente à côté. Vous faites des grillades, et faites attention qu'à côté, il n'y ait pas d'une marmite de lait. Parce que là, hein, avec les éclaboussures, ce sera absolument interdit. Mais quand c'est à froid, dans un évier, c'est toujours à froid. Même si ça arrive, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est toujours à froid, il n'y a jamais d'éclaboussures. Donc c'est pour ça que c'est absolument inutile de mettre une sorte de mur comme ça entre l'évier de viande et l'évier de... Ok? Donc, je reviens maintenant au plan de travail dans la cuisine. Le plan de travail dans la cuisine, à la bouteille, bien entendu, il est recommandé d'avoir un plan de travail bassari, un plan de travail khalavi. Mais BMS, selon la stricte loi, c'est pas indispensable. C'est-à-dire que si tu as un seul plan de travail et que tu peux pas, t'as pas assez de place dans la cuisine, eh bien, une fois de plus, ou bien comme j'ai dit, tu es dans un appartement de vacances, tu peux pas maintenant réorganiser la cuisine selon tes besoins. Donc dans ce cas-là, si tu as un seul plan de travail, eh bien, tu pourras effectivement l'utiliser à double utilisation. Pourquoi? Parce que il est vrai que sur le plan de travail, on a l'habitude de déposer un plat bouillant. Donc sur ça, vous avez raison, Barbara, c'est plus rameau que dans l'évier. L'évier, on ne met pas constamment la marmite chaude. C'est juste quand ça a brûlé qu'on la met, la marmite chaude, dans le lavabo. Mais qu'est-ce qui se passe sur un plan de travail? Sur un plan de travail, eh bien, constamment, nécessairement, dès que tu sors la marmite du feu, tu la mets où? Tu ne vas pas la garder dans les mains. Tu la mets où? Sur le plan de travail. Donc c'est vrai
que constamment on utilise un plan de travail avec une marmite bouillante en la déposant dessus. D'accord? Mais malgré tout, un aliment chaud n'entre pratiquement jamais en contact avec le plan de travail. C'est vrai qu'on met une marmite bouillante, certes, mais l'aliment chaud, eh bien, ne rentre pas en contact en général, une fois de plus, ce n'est pas l'utilisation courante avec le plan de travail. D'accord? Ah, je vais dire, mais si, quand ma marmite elle est bouillante et qu'elle est pleine du ras-bord et que je la pose sur le lavabo, le plan de travail, il va avoir maintenant un morceau bouillant qui va tomber de ce plan de travail, de cette marmite bouillante au plan de travail. Donc tu vois que là, il y a oui, un aliment bouillant qui va rentrer en contact. N'est-ce pas? Ça peut arriver? Oui? Malgré tout. Est-ce que donc de ce morceau de viande qui est tombé sur ce plan de travail, le plan de travail, comme j'ai répondu tout à l'heure, il reste souvent froid. Il reste tout le temps froid. D'accord? Il n'est pas bouillant, il n'est pas chaud. Et à notre époque, on fait même des sols qui sont... Le sol de la maison, il peut être chauffable. Vous connaissez ces sols chauds? Ouais. Ça, tu peux faire ça sur du sol, mais pas sur ton travail, il est toujours froid. Le shaïch, comme je disais tout à l'heure, marbre, le vrai marbre, eh bien, il n'est pas transmetteur. D'accord? Il n'y a pas de transmission. D'accord? Et il ne communique pas donc la chaleur. Comme quand tu t'assois sur une pierre, quand tu vas, je sais pas, à la plage, il y a des rochers, tu t'assois dessus. Elle reste toujours froide, le rocher. Jamais ça se réchauffe. Non. Si c'est chaud par le soleil, c'est une chose. Mais si toi tu t'assois, donc toi tu as une certaine chaleur dans ton corps, tu t'assois sur un objet qui est froid, sur une pierre froide, vous êtes bien d'accord que jamais la pierre elle se réchauffe. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Si elle se réchauffe par le soleil, c'est une chose. Mais toi, quand il est chaud, tu peux pas, tu n'as pas suffisamment de chaleur. Il faut que la chaleur soit uniforme dans tout. À moins que tu sois vraiment super malade. Mais là, dans ce cas-là, d'accord, il faut que tu fasses Kaddish parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Si tu es tellement bouillante que la pierre devient chaude. Et donc, tout simplement, eh bien, cette chaleur, c'est vrai qu'il est possible, c'est pas courant, mais ça peut arriver qu'un morceau de viande bouillant soit tombé sur le marbre de la cuisine, c'est vrai. Mais malgré tout, ce marbre, ce plan de travail reste toujours froid, il reste constamment froid. C'est quoi il reste constamment froid? C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, cet endroit donc, dans lequel, à cet endroit précis, donc, il va y avoir une transmission de viande, n'est-ce pas, un goût de viande qui va être transmis au plan de travail. Vous êtes d'accord à cet endroit précis? Oui. Qu'est-ce qui se passe si après je mets maintenant du fromage? Je sais pas, je coupe du fromage dessus. Quand c'est propre, hein, je parle pas quand c'est sale. Quand c'est sale, c'est fini. Mais quand c'est propre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, ah mais là-bas c'est pas sari. Oui, c'est pas sari, mais c'est froid. On a dit qu'à froid, il n'y a jamais de transmission de goût. Donc même si éventuellement il y aurait un cas dans lequel il peut avoir un morceau bouillant de viande ou de lait qui est tombé sur le plan de travail, et que par la suite, par inadvertance, je pose à ce même endroit, donc je suis vraiment malchanceux, à ce même endroit, je pose un aliment de nature différente, d'accord, donc la viande, quand c'est du lait ou l'inverse, et bien à ce moment-là, quand tu mets ton fromage, c'est à froid que tu le mets. Donc comme c'est à froid, il n'y a jamais de transmission de goût. Est-ce que c'est clair à vos tailles? D'accord. Et donc, eh bien, Chazal nous dit que dans ce cas-là, comme ça reste toujours à froid, donc il y a moins de problèmes de transmission de goût sur un plan de travail de la cuisine. D'accord? Bien entendu, dès que tu as vu que le morceau de viande est tombé à chaud de ta marmite directement sur le plan de travail, eh bien entendu, toi, essaye de retirer ce goût. Comment tu fais? Tu prends le bouillante et tu la verses à la surface de ce comptoir, de ce plan de travail, pour tout simplement retirer le goût imbibé dans ce plan de travail, cet endroit précis. D'accord? Quelle est la mesure qu'on doit constamment prendre pour éviter qu'il y ait des problèmes sur mon plan de travail? C'est tout simplement que ton plan de travail soit toujours propre. S'il est toujours propre, quand je dis propre, c'est que tu mets le doigt ou tu peux mettre ton ongle, et tu vois qu'il n'y a pas de graisse. Parce que si elle est la même chose, c'est fini. Mais si c'est totalement propre, comme c'est constamment froid, un plan de travail, eh bien, on évite tout problème. Donc si on s'assure que le plan de travail est constamment propre, donc très très propre, c'est-à-dire qu'on est très maniaque, on fait attention que c'est constamment propre, alors à ce moment-là, on pourra y déposer même un plat bouillant. Si on a un doute, est-ce que c'est propre, il reste quelques graisses, quelques résidus, et ça arrive souvent, surtout si le marbre il est foncé, de couleur foncée, tu vois pas. Tu vois pas bien. Alors, si tu mets la main, ça va. Mais souvent, on ne met pas la main pour vérifier si c'est propre ou sale. À l'œil nu, on dit c'est bon, c'est bon, c'est pas toujours bon. Parce que si tu mets maintenant un plat bouillant dessus, il pourrait avoir, oui, une transmission de goût. Quand taille donc minadim, selon la stricte loi, eh bien, on pourrait utiliser un même plan de travail pour les viandes de lait, simplement comme la réalité et
la métiout à notre époque, c'est que très souvent, il n'est pas parfaitement propre. Quand je dis parfaitement, c'est qu'il n'y a vraiment rien. D'accord? C'est pas relatif, c'est absolu. Eh bien dans ce cas-là, hein, on devra réserver un côté bassari et un côté khalavi. Est-ce que c'est clair, vous taille? Si vous êtes dans une petite maison comme ça, après mariage, dans 2 pièces, d'accord? Le temps que votre mari devienne d'ailleurs. Et que, eh bien, donc ça a duré quelques années, mais c'est pas grave, on commence comme ça, comme avec Kiva. Et après vous mettrez la Yerushalayim Shelzaf sur votre tête, des Hachem, sur la coiffe du régiment en or. Et bien tout simplement, hein, faire attention que le shaïch soit totalement propre. S'il est totalement propre constamment, alors on pourra y déposer des plats chauds dessus. Si on ne peut pas s'assurer, alors toujours mettre des dessous de plats, d'accord, on peut mettre sur une assiette, on peut mettre sur une serviette, mais pas directement sur le plan de travail. D'accord, c'est clair, Botaï? Ok. Maintenant, on va voir la loi des couverts. Les différents couverts, cuillère, fourchette, petite cuillère, et comment faire si on s'est trompé, si on n'avait pas des couverts différents. Oui. Est-ce qu'on va avoir là-bas des plaques? Est-ce qu'on va parler de Les plaques. des plaques à induction? Souvent, on met de la viande, on peut trouver du lait sur la plaque. La plaque de cuisson, vous voulez dire? Oui. Le gaz, je n'ai pas dit tout à l'heure que M. Sternbourg il dit qu'il est nécessaire d'en avoir 2. Et du coup, quand on en a un, on fait comment? Quand on en a un, donc on a dit qu'à la fin on n'a pas besoin d'avoir 2. Un seul suffirait. Simplement, hein, ce qu'on fera, c'est, on considère, c'est une bonne question, que comme il y a le feu là-bas constamment, qui brûle sous la marmite, donc même s'il y avait des résidus éventuels, n'est-ce pas, quand on fait du lait, qu'est-ce qui se passe? Ça dégouline. Voilà, ça coule, ça commence à couler. Donc là, il y a une transmission de goût à chaud, encore bouillante. Et comme la marmite elle est sur le feu, donc effectivement, la transmission de goût elle est plus forte. Mais malgré tout, Khazal nous dit, tu sais quoi? On va dire que sur la plaque en fonte, qui se trouve sur la gazinière, eh bien, il y a des résidus. Et qu'est-ce qui se passe avec ces résidus? Ils vont constamment. S'évaporer. Comment? S'évaporer. Pas s'évaporer, brûler, comme il y a du feu. D'accord? Le feu qui est en train de brûler, ça va carboniser là-bas. Ça devient du charbon, c'est même pas consommable, c'est totalement brûlé. Donc même s'il y avait des résidus éventuels, on pourrait mettre par la suite un plat de viande ou un plat de lait sur le même endroit. Qu'est-ce qui se passe si maintenant, c'est vrai, ça arrive des fois quand tu as un grand feu, effectivement tout brûle. Là tu as un tout petit feu, tu as mis une grosse marmite dessus et ça a coulé. Donc ton petit feu il est là et ta marmite, comment dire, le volume de la marmite il est beaucoup plus grand que le volume du gaz. Donc effectivement, vous avez raison, dans ce cas-là, hein, mon feu, il ne va pas s'attaquer à toute la surface. Il s'attaque à l'endroit dans lequel se trouve la marmite. Mais sur les côtés, non. Donc vous avez raison. Si maintenant on constate que ça coule à l'œil nu, qu'on voit le lait maintenant il vient de couler. Alors c'est vrai, avant de mettre de la viande, il faudra tout simplement utiliser ce décapant ou le nettoyer avec une éponge pour pouvoir retirer tout ce qui est mamachoute. Mais sinon, il ne faudra pas cacher les... Non, c'est tarif, faut qu'il arrive. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait le Shabbat. Ah non, je vous explique pourquoi. Quand vous avez fait Shabbat, d'accord, que maintenant vous avez fait des aubergines grillées sur le feu, n'est-ce pas? Ça arrive, on fait brûler directement sur le feu? Ou des poivrons? Oui, ça vous arrive de faire directement brûler sur le feu ou pas? Il faut savoir d'ailleurs si on pose un aliment directement sur le feu, sur la gazinière, c'est tarif. Parce que hier il y avait la viande, aujourd'hui il y a du lait, ça coule. C'est jamais propre là-bas. Toutes les conditions que je dis tout à l'heure qu'on peut utiliser en cas de nécessité, un même plan de travail, un même évier, d'accord? Tout ce qu'on a dit, c'est seulement quand c'est une même nappe, c'est quand c'est parfaitement propre. S'il n'y a pas de propreté, c'est fini. Tu peux jamais utiliser pour la viande et pour le lait. Tu es obligé de garder un bassari à la vie. C'est vrai. Donc c'est pour ça que dans un établissement, on fait attention que tout soit parfaitement distinct. Parce qu'on n'est jamais sûr que c'est bien propre. On est d'accord? Donc, revenons à la loi donc, des couverts. Donc, on a maintenant des fourchettes et des cuillères. D'accord? Donc, on a des fourchettes et des cuillères. Bien entendu, la coutume, eh bien, est de réserver des fourchettes et des cuillères et tous les couverts pour la viande et pour le lait. D'accord? Donc, de bien les séparer et on devra être parfaitement vigilant. Mais tu vas me dire, attends, ma fourchette, quand est-ce que je plante ma fourchette dans mon aliment? Quand mon aliment, il est dans mon assiette. Déborah, l'assiette, quelle chaleur elle est? C'est chez nous. Quoi? Ah, elle est chez nous. C'est chez nous. Des petits clichés des fois.
D'accord. Vous l'avez déjà sonné avec Clirivi quand on prend la louche dans le plat principal et du plat principal à notre assiette. On arrive à Clirivi. Donc là, est-ce qu'il y a une transmission de goût? Non. Donc la viande qui est dans votre marmite, qui est dans notre assiette, au moment où vous allez insérer la fourchette à l'intérieur de ce morceau de viande, on est déjà à Clichénie ou plus. Or, on a dit qu'à Clichénie, il y a une transmission de goût ou pas en bataille? Tout le monde est d'accord? Oui, mais des fois, quand on veut goûter le repas avant de le mettre, on peut en mettre directement dans la marmite, donc c'est... C'est quoi? On ne sait pas comment faire ça. Bah ouais. Effectivement, écoutez bien. Et le il y a le vent. Donc effectivement, bien qu'en général, on utilise un couvert la plupart du temps au cliché. Et d'ailleurs, ça dit en passant, je reviens sur tout à l'heure. Je reviens maintenant au rayon D, la troisième rangée à Ikea, à droite là-bas, vous vous rappelez? Vous vous rappelez ce qu'il y a là-bas? Vous ne connaissez pas par cœur le temps d'Ikea? Franchement, quand vous êtes une femme chère d'Israël, vous ne connaissez pas par cœur. Une fois, hein, il y a quelqu'un qui était à la... Comment dire? En train de faire la queue, vous savez, à Ikea. Et là-bas, quand tu es dans une queue, c'est démentiel, c'est-à-dire tu peux attendre une heure, une demi-heure, une heure. Quand tu es dans la queue, c'est fini. Et il y a quelqu'un qui est passé comme ça avec une cuillère. C'est une grande cuillère comme ça. Elle dit, est-ce que je peux juste passer ça? À ce moment-là, la femme qui était avec, mais je comprends pas comment tu as fait pour passer avec une seule cuillère. Je dis, la vérité, on a déjà fait nos courses, mais comme j'ai oublié ça, j'ai demandé à mon mari de m'attendre, donc il va me tuer si je passe pas que ça. Donc laisse-moi passer, parce que sinon je pourrais pas acheter. C'est Ikea, tu peux jamais t'en sortir avec un seul truc. Si tu sors avec un seul truc, c'est qu'il y a un problème. D'accord? C'est qu'il y a un problème profond. D'accord? Ou bien, tu es très près de tes sercettes, comme dirait Obélix. Et donc dans ce cas-là, c'est très bien, tu peux aller tous les jours. Mais sinon, si tu dégaines facilement comme Lucky Luke et que tu dépenses plus vite que ton ombre, alors ne passe pas à Ikea juste pour faire un petit tour, parce que là-bas, eh bien, le tour il est fatal. D'accord? La carte bleue elle va devenir violette tellement elle a pris un coup à Ikea. Donc effectivement, eh bien, quand on a un shaïch, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais c'est vrai, ça arrive, et ça c'est une grande erreur, hein. Je crois que j'ai déjà dit à certaines filles, mais je ne sais pas à toutes, que quand tu touilles ta marmite, Shabbat, bon, jeudi soir, tu fais ton Shabbat, et tu touilles avec ta cuillère. Qu'est-ce qui se passe avec les cuillères? Qu'est-ce que tu fais en général? On tourne. Ouais, tu tournes, quand tu fais une tournée, tu vas pas tourner pour 45 minutes, parce qu'après tu vas revenir comme ça. Tu la reposes sur le... Voilà, on pose où? sur le Sur le plan de travail. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette marmite? Non seulement elle est clairichonne, parce que alors, tu l'as laissé longtemps dedans, que la chaleur ne s'est pas amoindrie. En plus de ça, il y a de la mamachoute. Tout ce que j'ai dit à Bota est qu'en cas d'utilité, on pourrait éventuellement, si on n'a pas le choix, utiliser un ustensile à double utilisation, ou une nappe, ou un plan de travail, un évier. C'est quand il n'y a pas de mamachoute, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de résidus alimentaires, et quand c'est froid. Mais quand c'est chaud, ou quand il y a de la mamachoute, c'est fini, tu peux rien faire, tout devient taref. Donc là, avec cette cuillère, constamment, il y a de mamachoute et c'est parfaitement chaud. Totalement chaud. Donc il y a une transmission de goût. C'est pour ça qu'à Ikea, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un dessous, après les dessous plats, ils ont fait les dessous de cuillère. Vous connaissez? C'est une grande cuillère comme ça en plastique, enfin c'est une forme de cuillère, et tu mets tes cuillères dedans. Il y a une jaune, une rouge, et je ne crois pas qu'ils ont fait bleu. C'est pas grave. Ça, tu fais la distinction. Et de cette manière, eh bien, tu vas éviter qu'il y ait une transmission de goût. Donc toujours, ou bien vous achetez ce truc à Ikea, ou bien tant que vous l'achetez, tu mets ça dans une assiette. Ça dans une assiette de viande, on essaie de le nourrir jamais directement sur le plan de travail, parce que là, il y a un véritable problème. Là, ça devient taref. Et là, effectivement, eh bien, on ne rentre pas dans toutes les considérations que j'ai mentionnées précédemment. Donc, vous allez dire, a priori, la fourchette, j'utilise constamment en clichénie, si ce n'est plus. Et donc, j'ai pas de problème de pouvoir l'utiliser a priori, un bouteille, je dis bien a priori, où il y aura, je dis bien a priori parce qu'on ne se plante pas, je pourrais utiliser une même fourchette pour la viande et pour le lait. Pourquoi aura? C'est pas froid, c'est-à-dire c'est comme froid. Pourquoi c'est comme froid? Parce que qui est dans le clichénie, voilà, clichénie ou cliché au réveil, il n'y a pas de transmission de goût. Donc tu vas dire c'est bon, je peux manger mon steak avec cette fourchette, après je la nettoie bien, et je mange mon gratin au fromage. N'est-ce pas, Rava? Vous êtes d'accord avec ça? Ce serait possible, d'après vous? D'accord. Donc,
eh bien, malgré tout, comme m'a dit Bracha tout à l'heure, il est possible, et ça arrive, de mélanger ou de planter. Par exemple, tu as fait une viande au four ou un poulet. Et tu veux voir s'il est déjà cuit. Qu'est-ce que tu fais avec ta fourchette? Tu plantes à l'intérieur pour vérifier et s'il a déjà bien été cuit. Donc ça arrive d'utiliser un clérichon sur le feu, dans la marmite, dans le four. Donc là, effectivement, il devient vraiment... il a une véritable absorption. Deuxièmement, il arrive que d'infimes résidus s'immiscent entre les dents de la fourchette. Simcha, est-ce que vous avez déjà regardé de proche entre les dents de la fourchette? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Non, de très proche. Alors, regardez, je vous mets au défi, deuxième allez-y, après le cours. Et vous vérifiez, vous allez voir entre les dents de la fourchette, on a toutes sortes de... Comment dire, c'est comme le Kinder Surprise. On ne s'attend pas à le voir. D'accord? Et on se dit, mais quel est le... Comment dire, la surprise qui nous attend? Savoir que Béhémet, Yaoui, c'est bien entendu, c'est en quantité minime. Je n'ai pas dit que c'est un grand méchant loup qui va vous attaquer, mais c'est extrêmement fin. Et il y a oui là-bas des résidus. Il y a oui des résidus qui risquent d'être... que là-bas, quand il y a de la mamachoute, quand il y a des résidus, alors là, même après 24 heures, même après 48 heures, même après 300 jours, il y a quand même une transmission de réalité qui est palpable. Cette mamachoute-là, elle ne va pas s'abîmer. C'est pas comme le goût imbibé qui va s'évaporer au bout de 24 heures. Quand c'est de la mamachoute, ça reste toujours interdit. Comment? Ça se désintègre, non? Ça se désintègre, je crois pas. Bah, regardez, vous allez voir. Prenez même une vieille fourchette. Même, vous savez quoi, même plus que ça. Regardez votre vaisselle quand vous retournez. Dans votre vaisselle de Pessah. Ça fait un an qu'on n'a pas utilisé, on est d'accord? Donc vous allez voir, entre les dans la fourchette, j'ai pas dit que constamment, c'est pas arrivé que vraiment des petits résidus infimes, des fois c'est de l'huile ou c'est des comme ça, c'est très minuscule. En tout cas, même si vous n'arrivez pas à le voir, c'est comme vous allez vous en rendre compte quand vous prenez une fourchette toute neuve que vous venez d'acheter et une fourchette ancienne et vous les mettez une à côté de l'autre, vous allez voir, entre les dents de la fourchette, il y a quelques résidus qui sont à peine palpables, hein, on ne peut même pas voir que c'est un morceau. Mais en fait, c'est des petits résidus de graisse comme ça qui se sont accumulés au fil du temps. D'accord? Et donc, quand il y a de la mamachoute, et bien dans ce cas-là, on considère toujours que ça ne se désintègre jamais et que le goût reste toujours entier. Et donc, il y a un véritable problème d'allah. Enfin, certains poskim que vous avez dû voir avec mon frère stipulent que quoi? Qu'un aliment sec, même quand il est en cliché, même quand il était donc transvidé de la marmite au plat principal et du plat principal à mon assiette, même en passant par une louche, malgré tout, quand c'est un aliment sec, il reste toujours considéré comme étant clérichon. Pourquoi clérichon? Parce que tout simplement, comment? Ça marche pas avec la louche. Comme Kéchini. La louche, ça marche pas en Kéchini, donc du coup, il reste. Il reste encore bouillant. Ouais. Voilà, c'est ça. Quand c'est une louche qu'on a laissé quelques instants, pas qu'on a juste. Et donc, eh bien, certains poskim considèrent qu'un aliment sec, même en glycémie ou plus, il reste considéré encore comme clérichon. Vous vous rappelez quel est le posek qui dit ça? C'est facile à retenir. Ouais. Oui, mais quel rab, comment il s'appelle, qu'est-ce qui dit ça? Avant le Rama, il était à son époque, c'est en son nom qu'on enseigne. Le Rachal, Rabbi Shlomo Louria, c'est lui qui dit qu'un bouche, ça reste toujours, eh bien, clérichon. D'accord? C'est pourquoi il est pour coutume d'avoir deux services de couverts, l'un un bassari et l'autre ali. C'est clair, Botaï? Oui. Vous voyez bien que c'est utilisé souvent en clichénie malgré tout, il peut arriver d'utiliser en clérichon, et puis surtout il risque d'avoir des minimes résidus, et enfin, certains poskim sont marqués que clérichon ou clichénie, ça reste, quand c'est sec, ça reste en clérichon. Selon ça, Botaï, selon tous les trois, comment dire, les trois Shalosh Terutim, les trois explications que je viens de donner, qu'est-ce qui se passe qu'on a pour une petite cuillère? Une petite cuillère, est-ce qu'elle aurait un dîme différent d'après vous ou pas? Est-ce que dans une petite cuillère on a des résidus ou pas? Non, parce qu'elle est lisse, il n'y a pas dedans. Et donc quoi? On n'utilise pas en général pour la mettre dans la marmite, donc du coup on n'aurait pas besoin d'avoir des analyses différentes pour l'utiliser.
résidu, il y a ou il n'y a pas? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Clé Richon, il y a ou il n'y a pas? Il n'y a pas. Jamais, il faut être un fou pour utiliser une petite cuillère. Elles sont minuscules comme ça. D'accord? Des fois, elles sont toutes fragiles comme ça, elles sont toutes minuscules. Tu vas te brûler la main. Tu vas pas commencer à utiliser une petite cuillère sur le feu. Et enfin, c'était quoi le troisième point? C'est qu'il n'y a pas, c'est pas gouche. C'est une petite cuillère. Tu vas pas manger un morceau de poulet avec. Tu vas pas te planter un morceau de poulet avant de vouloir l'assassiner ton poulet. D'accord? Il a même plus de forme à la fin. C'est juste avec une fourchette, avec un couteau. Mais avec une petite cuillère, tu ne peux pas le mettre dans un clé richonne. Clé richonne, ce qu'on considère comme gouche, c'est quand c'est un aliment qui est sec. Quand ton aliment il est liquide, ben, il n'y a pas de. La chaleur, oui, ça moindrait. Oui, Chérie, quoi. Chérie, vous dites quoi pour la petite cuillère? Non, parce qu'on disait que parfois on tue la petite cuillère, même pour goûter dans la poêle. Et Ouais, si on n'a pas le temps. Ah, vous dites c'est pas que des fous? Oui, chacun. On est tous un peu fous, vous dites. Il faut être un peu. Mais parfois on est pressé, on prend la première chose qui nous met, une petite cuillère, on la prend, on l'utilise. Ah ouais? Bah oui. Ça arrive souvent? Je sais pas, peut-être. C'est bien pris. C'est bien clair. J'ai compris. Donc vous dites, on a un doute, on a un safek. Mais c'est courant, c'est pas courant, c'est la question. Bah oui. C'est courant? Bien sûr. À Tunis ou à la Goutte d'Or? À Djerba. À Djerba. Je vais faire. C'est vraiment normalement manger avec le couscous avec les mains. Là-bas, il y a un autre djinn. Avec les pieds aussi. Ça, c'est les grands marmirim qui l'ont. Donc, effectivement, ça peut arriver, vous avez raison, Bracha, ça peut arriver. Mais une fois de plus, pour tous les ustensiles, pour pouvoir fixer un critère et pour pouvoir donner un statut à un aliment, on va sur une utilisation qui est courante. Vous comprenez ce que je viens de dire à votre taille? On va voir ça dans les lois de Pessah. On verra ce klal, on va selon l'utilisation majoritaire. C'est l'utilisation majoritaire qui va donner le statut d'un aliment. D'accord? Comment il s'appelle ce klal dans Pessah? On dit que Volker Poté, on dit le deuxième. C'est un principe comme ça qui va revenir, qui nous statue en hébreu, que c'est l'utilisation majoritaire d'un ustensile qui va nous donner son statut. D'accord? Et donc, comme c'est pas courant de faire ça, peut arriver, vous avez raison, je suis en cas de guerre, je peux manger avec une petite cuillère, c'est pas de problème. Mais c'est pas courant. Donc, ne faites pas ça dans le Sidour. Si vous mangez votre poulet avec une petite cuillère, il va dire celle-là, il faut la marier avec Fachaoul. D'accord? Il y a des salles gratuites. Des salles gratuites. Pourquoi payer cher quand on peut payer gratuit? D'accord? Donc effectivement, c'est pas quelque chose de courant. Donc voilà que les trois critères que j'ai donnés au sujet des cuillères et des fourchettes, d'accord? Eh bien pour les petites cuillères, elles ne vont pas s'appliquer. C'est pour ça. Comme les petites cuillères ne sont jamais utilisées dans un plat directement posé sur le feu, d'accord? Eh bien il sera toléré en cas de besoin. J'ai bien dit, vous êtes en vacances dans cet appartement du Val d'Isère et que vous n'avez pas d'autres ustensiles, vous avez tout pensé à tout amener, sauf des cuillères distinctes. Vous n'avez pas amené des petites cuillères pour la viande, des petites cuillères pour le lait. Donc dans ce cas-là, eh bien, si on les a soigneusement rincées entre les deux utilisations, on les utilise seulement à froid, donc on a pas mal de principes, vous avez pas mal de critères, et bien dans ce cas-là, on aurait eu le droit d'utiliser une même petite cuillère aussi bien pour la viande que pour le lait, mais malgré tout, la coutume n'est pas comme ça. La coutume, il faut réserver cuillère pour la viande pour le lait, mais je vous répète qu'en cas où on est coincé, ce serait une solution envisageable. Enfin, peut-être pour les couteaux. Les couteaux, eh bien, il sera absolument nécessaire d'utiliser des couteaux pour la viande et pour le lait. Pourquoi? Voilà. Entre eux, d'abord, outre les critères et les raisons qu'on a énoncées pour la viande et le lait, d'accord? Pour les couverts, et bien, et en plus de ça, donc on est bien d'accord que dans un couteau, il y a le manche et il y a la lame. À la jonction entre les deux, on est bien d'accord que là-bas, ça par contre, Simra, là-bas aussi, vérifiez-moi ça, d'accord? Dans la jonction entre le manche et la lame. Là-bas, regardez bien, par contre là je suis sûr. Autant pour les dents, j'ai un doute parce que j'ai vu ça, parce que je me rappelle pas que j'ai vu ça. Enfin, j'ai dû le voir une fois, c'est pour ça que j'ai écrit ça, mais c'est pas très courant. D'accord? Il faut vraiment être dans un séminaire, quoi. Mais vérifiez quand même. Pour les dents, j'ai quand même un doute, pour les dents de la fourchette. Mais pour le couteau, c'est une évidence, que dans le couteau, à la jonction de la lame et de la poignée, si c'est un couteau qui est qui est d'un même bouche, qui est d'une même matière, quand il n'y a pas de poignée en bois ou en plastique, effectivement c'est moins courant, parce qu'il n'y a même pas de jonction, c'est une même khatira, c'est un même morceau. Mais quand c'est fait avec deux matières distinctes, dans ce cas-là, effectivement,
eh bien, il y a des résidus alimentaires qui sont susceptibles de se loger entre le manche et entre la lame. Et donc, effectivement, à cause de ces résidus susceptibles de se loger là-bas, même s'ils ne sont pas marocains, ils sont quand même susceptibles, eh bien, il faudrait être vigilant pour utiliser seulement des couteaux pour la viande et pour le lait. Mais ça va plus loin que ça parce que tout simplement, il y a dans les lois de Bezantrim Pronagras et Alachot, ça s'appelle Dorka de Sakina. C'est quoi Dorka? Donc ça c'est en araméen, vous avez raison. Dorka de Sakina. Dorak à Sakin. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Un couteau même à froid. Quand tu vas couper, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à cause de la force de coupe, il va y avoir une transmission de goût. C'est comme si c'était à chaud, je répète. Dans certaines conditions, sous certaines conditions, d'accord, certains balottes, et bien tout simplement quand tu utilises un couteau et que tu coupes un aliment avec ce couteau, il y a le dorka des sakina, dorak à sakin, qui va permettre la transmission de goût. Ça s'appelle dorka. Donc, quand ça finit par un Aleph, en général c'est en araméen. Des sakina. D'accord, donc c'est dorak à sakin en hébreu. Donc la force de coupe qui va, oui, permettre eh bien, une transmission de goût même à froid. Et donc, surtout quand je coupe de l'ail, de l'oignon, d'accord? Donc dans ce cas-là, à Botaï, on devra être vigilant. C'est la raison pour laquelle il est absolument nécessaire d'avoir des couteaux pour la viande et pour le lait. C'est qui? D'accord, à Botaï? C'est qui l'a surpris? Magnifique. Khazak. Bon, on verra ça. Top, enfin à Botaï, eh bien, on a la coutume, donc c'est absolument nécessaire d'avoir un même couteau. Un couteau pour la viande, un couteau pour le lait, un couteau parvé. D'accord? Et même de couper du pain, tu vas dire, attends, couper du pain, il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas d'orca et sakina parce que c'est mou. Et puis c'est toujours froid, et puis c'est toujours parvé. Non, même pour couper du pain, il faut avoir un couteau réservé aux aliments carnés ou aux aliments lactés, d'accord? Et on ne pourra pas couper du pain qu'on va utiliser avec du lait avec un couteau de viande ou inversement, d'accord? Il faut donc avoir un couteau qui est neutre pour pouvoir couper du pain. Comment? Si par exemple je coupe un fruit avec un couteau que j'ai utilisé pour couper de la viande. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour autant. Quand on arrive à la chot, tout ce qui est harif, on verra quand c'est une pomme par exemple qui est très acide, éventuellement, mais c'est pas courant donc on va pas en faire tout un plat même. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on s'est trompé? On a utilisé un couteau, utilisé pour le lait. Et bien dans ce cas-là, si une personne elle s'est trompée, elle a utilisé un couteau de lait pour de la viande inversement, qui maintenant désire couper du pain, eh bien, les Chachamim disent que qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra prendre ce couteau, le planter à 10 reprises dans la terre, à 10 reprises, pour tout simplement extirper le goût qui se trouve sur la partie extérieure de la lame. Donc je répète, on va planter ce couteau à 10 reprises dans la terre, vous la connaissez pas cette halakha? D'accord. Elle vient directement du Shulchan Aruch, chapitre 121, d'accord? Chapitre, c'est pas une blague, hein. Il n'y a ni Astérix, ni Obélix, ni Superman, ni les Tunisiens, c'est une vraie halakha, d'accord? Donc chapitre 121, et paragraphe 7, d'accord? Donc dans ce cas-là, la halakha nous dit qu'il faudra le planter à 10 reprises. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on le plantera à chaque fois dans un endroit différent, pas dans le même orifice dans lequel on a fait précédemment, d'accord? Mais même après une telle pratique, même on va le planter à 10 reprises, les poskim ashkénazes disent qu'on pourra seulement couper un aliment neutre, pas un aliment de viande ou un aliment de lait, et enfin on le permettra seulement si c'est fait de manière fortuite. Je ne suis pas ça qu'à voix. Tu as un seul couteau et hop là tu commences à le changer bassari, khalavi bassari en le plantant. Ça ne marche pas, c'est seulement si cet acte revêt un caractère fortuit, c'est-à-dire c'est passager, c'est une erreur. À ce moment-là, tu pourras le permettre en cas d'utilité, mais je répète que le minag du Ham Israël, c'est d'avoir des couteaux bassari, des couteaux khalavi, et nous on aimerait bien aussi d'avoir des couteaux parés. D'accord? Mais certains possibles veulent dire qu'à notre époque, on ne sait pas exactement de quelle nature de sol le Shulchan Aruch nous fait part, on ne sait pas. Il ne dit pas quel sol, on ne travaille pas dans le ministère de l'Environnement. D'accord? Il te dit, tu vas le planter dans le sol, mais quel sol il parle? Du sable, de la terre, de l'argile, quoi? Alors il te dit, comme on ne sait pas, on n'a qu'à prendre un scotch bright,
avec un produit détergent et on frotte la lame et de cette manière on retirera tout résidu éventuel. D'accord? Donc on va retirer maintenant toutes les graisses éventuelles. Donc si on frotte énergiquement, ce sera béhémet toléré, comme ça dit le Rav Eliashiv Zechat avec les bracha. Vous savez, des fois tu as des éponges avec de la laine en acier, vous connaissez? C'est assez comme ça rude, et ça te permet de retirer toute graisse éventuelle. Qu'est-ce qui se passe à Vadaï si on s'est trompé? On finit avec ça aujourd'hui. Si on s'est trompé qu'on a utilisé un même couteau par inadvertance, d'accord, un couteau de lait pour couper de la viande froide, ou inversement, ou un couteau de viande pour couper du fromage froid, d'accord, et qu'on n'a pas planté dans le sol, on n'a pas utilisé Scotch Brite, ou cette fameuse éponge en laine d'acier. Alors, comment faire à Vadaï? On fait la distinction suivante. Si le couteau était parfaitement propre, donc en général on est d'accord que nous quand on fait la vaisselle ça reste propre, bon, après on est tous d'accord. Donc si le couteau était parfaitement propre et que tu as utilisé donc ton couteau de viande pour couper du fromage froid, eh bien l'aliment il restera permis. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'un froid il n'y a pas de sensation de goût. D'accord? Donc si c'est parfaitement propre, l'aliment il reste permis. S'il était sale, qu'est-ce qui se passe? S'il est sale, eh bien tu devras retirer la partie supérieure de l'aliment que tu as coupé. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, il y a de la graisse qui s'est transmise, qui s'est maintenant immiscée à l'intérieur de ce fromage, donc tu dois retirer la partie supérieure. D'accord? Quoi qu'il en soit, que ce soit donc à froid ou à chaud, que ce soit donc sale ou propre, quoi qu'il en soit, tu devras cachériser ce couteau. Comment je fais pour le cachériser? Donc tu le plantes, comme on l'a dit, à 10 reprises, ou bien faire, comme on l'a dit, on prend un Scotch Brite ou une éponge en laine d'acier et le nettoyer avec du produit détergent, afin de pouvoir permettre sa nouvelle utilisation. Pourquoi on le met dans l'eau chaude? Dans l'eau chaude, pour faire quoi? D'abord, il faut retirer, vous avez raison. Pour cachériser, d'habitude, on a dit que bon, le carpolto, comme on l'a utilisé à froid, alors la cachérisation se fait aussi à froid. Mais simplement, vous avez raison, on a d'abord retiré. Il faut d'abord avoir retiré la mâchoute. Le problème, c'est que souvent sur souvent sur un couteau, il y a de la mâchoute, il y a de la graisse. Très souvent, ou il y a des résidus. Donc, avant de me cachériser, il faut d'abord le retirer. En le plantant dans le sol ou en prenant du Scotch Brite, on s'assure qu'il n'y a plus aucune réalité, aucune graisse. Ok, à Wotaï? D'autres questions? D'autres chélotes? Oui. C'est quoi le Scotch? Scotch Brite? Demandez à Simcha. C'est quoi Scotch Brite? Oui. Non. Personne ne sait ce que Scotch Brite à Wotaï? Truc vert comme ça, vous savez, une sorte des... Épée? Non, c'est une sorte d'éponge comme ça fine, verte, en sorte de comme très